Bonjour, je remercie beaucoup Valérie Redon de m'avoir invité pour cette causerie sur les Celtes. Euh, je vais évidemment vous parler des Gaulois parce que c'est mon sujet et je vais vous parler plus particulièrement des noms des Gaulois, de ce qu'on appelle l'onomastique, c'est-à-dire les noms propres, grâce auxquels on peut restituer un nombre important de mots de la langue gauloise qui ne sont pas attestés dans les quelques textes proprement dits du gaulois, qu'on commence à connaître un petit peu maintenant depuis, je dirais, la fin des années 60 du siècle dernier, où on a fait des découvertes importantes. Quand je dis des découvertes importantes, ce sont des textes qui dépassent 100 signes, hein, entre 100 et 400 signes, près de 1000 signes pour le plomb du Larzac, 400 signes pour la tuile de Châteaublot, 300 et quelques signes pour la tablette de Chamalières. Donc vous voyez que ça fait quand même une quantité de mots et de phrases assez limitée, même si on connaît le gaulois beaucoup mieux maintenant qu'on le connaissait à l'époque de Dotin. Certains d'entre vous ont peut-être lu le manuel de Dotin qui s'appelle La langue gauloise, publié en 1919, je crois. Et on se rend compte en lisant ce bouquin qu'on connaît pas grand-chose. On connaissait pas grand-chose. Alors, ça s'est amélioré avec la découverte de ces textes, mais il y a un travail qui peut se faire parallèlement et qui a été démarré par un certain nombre de chercheurs, qui est l'étude des noms gaulois, grâce auxquels on peut restituer une partie du vocabulaire de cette langue. Alors, je vous ai mis une diapositive que voilà, sur laquelle on voit l'extension des Celtes, des Gaulois, mais des anciens Celtes, qui était une mosaïque de dialectes probablement. Il n'est pas absolument sûr qu'un Pannonien ait compris un Narbonnais et qu'un Narbonnais ait compris un Breton, hein, parce que le Breton était très très proche du Gaulois. On peut quasiment le qualifier de dialecte gaulois au regard de l'onomastique. Mais c'était un peu comme la Grèce, si vous voulez. Un Athénien ne comprenait pas toujours un Spartiate ou un éolien, c'était le principe de l'éparpillement des différentes cités gauloises qui étaient jalouses de leur tradition, probablement de leur vocabulaire, de leur calendrier, donc c'était un éparpillement. Et il faut voir que la carte que je vous ai mis est essentiellement basée sur les noms de lieux. À partir du moment où vous avez un nom de lieu celtique, gaulois, on peut supposer raisonnablement qu'il y ait des Celtes qui se sont installés à cet endroit. Alors, cette carte n'est pas tout à fait exacte, je l'ai récupérée, je crois, quelque part. Il faudrait mettre du rosé dans le nord des Balkans, où il y avait pas mal de Celtes qui étaient installés. Vous avez entendu parler des Scordisques, hein, qui étaient dans ce coin-là, ou des Taurisques. Et on trouve un peu partout des noms gaulois dans les Balkans. Alors en Slovénie, dans la Croatie du Nord, on en retrouve aussi dans l'actuelle Bulgarie. Hein, et le nom de Belgrade, par exemple, c'était Singidunum. C'était un mot qui finissait en dunum. C'était très probablement un mot celtique. Et puis alors il y a quelque chose qui aussi, à mon avis, mériterait d'être corrigé. C'est toute la partie de ce qu'on appelle la Ligurie, hein, le sud-est de la France et le nord-ouest de l'Italie, qui est dite Ligure. Les Ligures sont bien attestés par les anciens, mais leur nom de peuple en particulier, sont des noms celtiques, sont des noms gaulois. Et donc je pense que le Ligure était probablement une des premières invasions celtiques vers l'Europe du Sud, et qu'ils peuvent servir aussi à l'étude du vocabulaire du vieux celtique. Donc, les rappels méthodologiques, ce sont des choses, tout ça, que normalement vous connaissiez bien. Ce que je voulais dire, c'est que on peut, de façon importante,
récupérer, comprendre un certain nombre de noms gaulois grâce à l'étude des noms propres. Hein, c'est ce qu'on appelle le nomastique. Et donc, ça nous fournit en plus des textes et des gloses. Les gloses, c'était les noms gaulois que les anciens donnaient comme gaulois en disant tel mot, ça veut dire ça. Bon, on n'en a pas énormément, mais enfin, on a quand même quelques dizaines de gloses. Et puis, on a tout le vocabulaire gaulois qui est passé dans les langues romanes, qu'on peut aussi analyser. Mais ça fait au total un corpus assez limité. Alors que les noms propres, la caractéristique des noms propres, c'est qu'on en possède énormément. Hein, sur plusieurs siècles, les anciens, qu'ils soient grecs ou qu'ils soient latins, nous ont laissé des noms de Gaulois, alors donnés comme tels, si vous voulez, s'il s'agit de Gaulois proprement dit, ou parfois qui n'ont pas très bien compris, mais dont on voit assez rapidement par l'analyse linguistique qu'il s'agit de mots gaulois. Alors pourquoi on peut restituer du vocabulaire gaulois à partir des noms propres? Tout simplement parce que ces noms voulaient dire quelque chose. Ils étaient qualifiants, descriptifs, alors en positif ou en négatif, mais en général, quand des parents donnent un nom à leur enfant, ils donnent un nom valorisant. Hein. On a alors chez les Grecs, c'était la même chose. Hein, les noms étaient des idionymes, c'est-à-dire un nom descriptif suivi du nom du père, hein, au génitif ou avec un suffixe. C'était machin, chose de truc. C'était toute la domination des peuples traditionnels est comme ça. Un nom qui a un sens, qui veut dire quelque chose, et puis le génitif du nom du père ou un adjectif qui dit qu'il est le fils de un tel. Alors je vous dis, donc ces noms voulaient dire quelque chose, donc on peut les comprendre. Et on peut les comprendre grâce à une méthode qu'on appelle la méthode étymologique, qui compare ces noms ou rapproche ces noms de ce qu'on connaît du vocabulaire des langues celtiques médiévales, insulaires, pour l'essentiel l'irlandais d'un côté et les langues brittoniques de l'autre, pour l'essentiel le gallois ou le moyen gallois, et puis les autres langues brittoniques que sont le cornique et le breton. Et donc, en comparant les noms gaulois à ces mots des langues celtiques insulaires médiévales, qui sont attestés près de 1000 ans plus tard, si vous voulez. 1000 ans, 500 ans, enfin les premiers textes irlandais, c'est le 8e siècle, hein, c'est quand même, ce sont des textes médiévaux. Hein, imaginez qu'on ne connaisse pas le latin et qu'il faille restituer le vocabulaire du latin, des inscriptions qu'on aurait grâce au portugais et au roumain. Bon, il y a plein de choses qu'on ne comprendrait pas. Alors, la méthode étymologique, elle le compare au celtique, elle compare le gaulois au celtique médiéval et éventuellement à l'indo-européen, qui donne des éclairages que le celtique médiéval n'a pas et qui nous permet d'approcher le sens d'un certain nombre de ces mots. Qu'est-ce que c'est que l'onomastique? C'est les noms, pour l'essentiel, de personnes. On en a des dizaines de milliers. Les noms de dieux, dont la nomination n'est pas très différente de celle des noms de personnes. D'ailleurs, les noms de dieux et les noms de personnes sont souvent les mêmes. Hein, vous avez un Biturix qui est à la fois un dieu et un nom de personne, qui au pluriel Biturigues donne un nom de peuple. Donc les noms de dieux sont une catégorie souvent intéressante parce qu'elle est assez archaïque et en l'analysant on peut là aussi retrouver des mots. Alors les noms de peuple, je vous en ai parlé. Alors il y a une catégorie intermédiaire qui sont les noms de rivières. Les rivières, vous savez, dans l'Antiquité et chez les peuples traditionnels sont des divinités. Donc elles sont à mi-chemin entre la toponymie, les noms de lieux, et les noms de dieux. Mais les noms de rivières, qui sont en général à l'animé, c'est-à-dire au masculin ou au féminin, sont aussi des noms qui veulent dire quelque chose. Les rivières elles sont rapides, elles sont bavardes, elles sont jaunes, elles sont couleur de miel, et donc elles ont des qualificatifs. Leur nom était souvent un qualificatif. Ou elles sont bordées de pins, voilà. Et puis les noms de dieux,
qui sont une catégorie très résistante. C'est une des rares choses qui nous reste dans la langue française. Ce sont les noms de lieux qui sont issus directement de la tradition celtique. Alors, ce sont des noms de lieux donnés comme tels, ou des noms de peuples qui ont fini par donner un nom de lieu. Paris, c'est le peuple des Parisis. Lyon, c'est Lugdunum, c'est Lugudunum, c'est la forteresse de Lugus. Donc ça a résisté. Alors ça s'est transformé phonétiquement, mais c'est ce qui a vraiment résisté le mieux, alors qu'il reste vraiment très très peu de choses dans le français courant, le français que nous utilisons tous les jours, très peu de choses de la langue gauloise. Il en reste dans les dialectes romans, en provençal, dans les dialectes du nord de l'Italie, mais il faut un gros travail d'analyse pour d'abord se rendre compte que c'est pas un mot latin, et si c'est pas un mot latin, c'est probablement un mot celtique, et si c'est un mot celtique, on va peut-être pouvoir l'analyser. Mais c'est quand même moins attractif que les noms propres qui sont rapportés par les anciens à l'époque où les Gaulois parlaient leur langue. Alors, ils sont rapportés dans des inscriptions en particulier où ils sont adaptés à la phonétique des langues preneuses, que ce soit le latin ou que ce soit le grec. Donc, je vous ai parlé de cette méthode étymologique, hein, avec au centre le gaulois parce que c'est la langue qu'on cherche à comprendre. Donc, c'est grâce aux langues médiévales, celtiques, médiévales insulaires, qu'on arrive en premier lieu à comprendre le sens d'un mot. Si le celtique médiéval insulaire ne fournit rien, il arrive assez souvent que l'indo-européen, c'est une langue restituée grâce à la grammaire comparée, l'indo-européen nous fournisse l'élément qui permet d'expliquer un mot gaulois. Et puis, je vous ai parlé des emprunts qui sont allés dans la langue latine, bien sûr, dans les langues latin tardif, les langues romanes. Donc, c'est aussi un sujet d'analyse. Et puis, les emprunts du grec et les gloses. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais les Grecs ont quand même glosé un certain nombre de mots en disant ça, c'est un mot gaulois. Et donc, ça a la valeur que ça a. Alors, je vais vous donner quelques exemples de noms gaulois qui permettent de comprendre ce que veut dire ces noms et en conséquence de restituer un certain nombre de mots de cette langue. Alors, d'abord, je vous prends des exemples chez les personnes physiques. Vercingétorix, le plus connu des Gaulois, roi suprême des guerriers, c'est comme ça qu'on le comprend. C'est un mot qui est composé de trois mots qu'on comprend très bien. Je prends celui du milieu, Kingeto, c'est un mot qui veut dire en irlandais. Alors en irlandais, vous avez king, génitif kinget, qui veut dire le guerrier. Rix, c'est évidemment le rex latin, ou le raj sanskrit, c'est le roi. Et puis wer, c'est la forme qu'a prise en celtique ou en gaulois le vieux préverbe indo-européen huper, qui a donné huper en grec ou super en latin, et qui veut dire super sur. Vercingétorix, c'est donc le roi suprême des guerriers. Donc vous voyez qu'en saucissonnant un mot composé, on arrive à retrouver trois mots du vocabulaire gaulois. Et alors wer, il est attesté dans l'onomastique, Kingeto aussi, mais Rix, on en a vraiment beaucoup. Mais il n'est pas attesté dans les textes gaulois proprement dit. Namanto Bogios, briseur d'ennemis. Bon, Namanto, c'est l'ennemi. On retrouve dans d'autres composés Bogios qui soumet, qui brise. Ça, c'est les noms gaulois sont des noms guerriers, très très valorisants, très ronflants, on peut dire. Et donc là, deux mots, Namanto Bogios. Kuno pennos, tête de loup. Pennos, c'est la tête. C'est peut-être certainement un mot que vous connaissez. Et Kuno, c'est la forme que prend le nom du chien en celtique, et par métonymie, le chien désigne le loup pour des raisons
que j'expliquerai à un autre endroit ou que j'ai déjà expliqué, les Celtes se bataillaient avec des loups. Ils avaient des loups de guerre. Hein. Ils avaient des chiens de guerre. Et le chien a fini par désigner le loup. On n'a plus le vieux nom indo-européen du loup Welkos, qui n'a simplement laissé que des traces. Alors Kunopenos, c'est une inscription, c'est un Gaulois d'Italie du Nord, de Brescia, je crois, ou de Milan ou Brescia, je crois que c'est plutôt Brescia. Donc le brave Gaulois qui s'appelait Kunopenos, ça voulait dire tête de loup. Ande Broki Rix, c'est le roi d'un grand pays, Rix, toujours le roi. Ande, c'est un suffixe augmentatif, Brog, Brogi, c'est le pays. Hein, Banona, maîtresse femme. Banona, alors là, c'est pas un composé, c'est un dérivé d'une racine ban, qui curieusement, mais la phonétique est comme ça, se continue dans le grec guné, hein, la femme, et on pourrait dire, je pourrais donner d'autres exemples, the queen en anglais, ça vient de la même racine, on la retrouve en sanskrit. Bon, banana, alors na c'est un suffixe valorisant aussi, un suffixe de domination comme on dit, banana c'était sans doute une maîtresse femme. Warikellos, je pense que ça veut dire frappe à l'aurore. Wari, c'est un vieux mot qu'on retrouve en irlandais. Et kellos, c'est la racine keln, keld, qui veut dire frapper. Donc je verrai assez bien ce Gaulois, Warikellos s'appelait, c'est un gars qui déclenchait la frappe à l'aurore. Webrumaros, riche en ambre, c'est un composé possessif, comme on dit. Webru, ça veut dire l'ambre. Hein, les Gaulois étaient très friands d'ambre, en particulier de colliers, de bijoux, de décorations en ambre. Et Maros, comme je vous ai parlé tout à l'heure, ça veut dire grand, donc qui a beaucoup d'ambre, qui est riche en ambre. Donc, alors, deuxième exemple, je vous ai mis les noms de dieux et de déesses, parce que c'est toujours les exemples qui sont les plus intéressants. Hein, Biturix, ça on en a parlé, le roi du monde. Anertlo Maros, grande protection. Anakul en irlandais pour Anertlo, ça veut dire la protection. C'est un dieu qui vous protège donc. Dervonai Fatai, dans une inscription du nord de l'Italie, ce sont les déesses ou les fées du chêne. Hein, Dervo désignant le chêne. Camoulos, ça on en a partout. C'est à la fois un nom de dieu et de personne. On a des Gaulois qui s'appellent Camoulous. Hein. Et Camoulos, il est basé sur une racine qui veut dire s'activer. C'est très probablement un champion. Hein, le champion qui se bat et qui, pour une cause ou pour une personne, et Camoulos, c'est un nom très fréquent. Il a donné probablement le mot Camille latin, Camillus, hein, qui est lui aussi d'origine gauloise, et on le retrouve en Espagne sous le forme Camalos, avec 3 suffixes différents, ulus, ilus, allo, mais ça veut dire probablement le même sens. Epona, la maîtresse des juments, ou maîtresse jument, ça bon, vous connaissez par cœur, c'est une des déesses les plus attestées dans toute l'Europe. Hein. On la retrouve de la Bretagne à la Dacie et de la Gaule à Rome. Ex albio Wix, qui combat du haut du ciel. Bon, Wix, ça veut dire qui combat. Albio, je pense que ça veut dire le ciel. C'est pas blanc. Et ex albio, alors c'est un Mars, hein, ex albio Wix, bon, qui jette sa foudre ou son foudre à partir du ciel. Rosmerta, on a beaucoup d'inscriptions à la déesse Rosmerta. C'est très certainement une parque. C'est une pourvoyeuse, tout simplement. C'est une déesse très positive. Les peuples, Allobroges, les étrangers, Antobroges, ceux du pays du bout. Hein, Antos veut dire bout, probablement. C'est le même mot que end en allemand, end en anglais. Selwanekti, connus comme les Silwanekti, qui protègent leur possession. Alors, il y a une assonance avec le mot Silwa qui veut dire la forêt, mais le mot Selwa en celtique ou en irlandais, ça veut dire le bétail, hein, la richesse. À l'époque, le compte en banque, ils avaient 4 pieds. C'était du bétail, en général des bœufs ou des vaches. Limowiques qui combattent avec l'arc, ça c'est une métonymie. Limo, ça veut dire l'orme, mais c'est l'arc
qui est fait en orme, donc ils se battaient avec des arcs, essentiellement. Par ici, ceux du Chaudron, c'est une spéculation qui est assez probable. Hein, on a la souche Paris, Pario, qui veut dire le chaudron. Donc par ici, ceux du Chaudron, nommés pour des raisons qu'on ignore, hein, mais qui ont dû vouloir, qui étaient comprises à l'époque. Nantou, c'est la vallée, le Val, la rivière, donc les Nantouates, c'est ceux de la vallée. Hein. Aïdoui, les Éduins, c'est les Ardents. Et Aulerki, je pense que l'erg, ça veut dire trace je sais plus si c'est en gallois ou en irlandais, à vérifier. Mais Auler et Eau, je pense que c'est une particule privative qui vient de Apo. Et Aulerki, c'est les sans traces. Hein. C'est-à-dire, c'est des gens qui se déplaçaient de façon invisible. On a ça dans les tribus et les peuples traditionnels. C'est très important de se déplacer sans laisser de traces. Et on a, chez d'autres tribus qui n'ont rien à voir avec les Gaulois, des tribus qui s'appellent les invisibles. Je pense que les Aulers, c'était des invisibles. Ils étaient très doués dans le camouflage, probablement. Les rivières, et puis on va s'en tenir là. Wabera, ça, bon, la Vèbre, la Voivre, la Vouivre, c'est Wabera, ça veut dire rivière. Wa, ça veut dire en dessous, ou pot, hein, la rivière cachée. Ça, il y en a plein de rivières cachées. Brigantia, l'éminente, la brillante, la Brent en Grande-Bretagne, c'est là encore une dénomination qualificative. C'était une déesse qui était éminente. Hein. Des Wa, pareil, il y a beaucoup de rivières qui s'appelaient la déesse en France, en Grande-Bretagne. La Dieu, la Di, il y a plein de Di en Grande-Bretagne. Et des dives, il y en a aussi en France pas mal. Douboula qui a donné la Deule. Alors je sais pas où c'est la Deule, c'est une rivière. Ça veut dire, c'est manifestement fait sur le thème Doubou, ça veut dire noir. Doubou, doux, hein, ça veut dire noir, et donc c'était la noiraude. Vous voyez. La Brona, la bavarde, qui a donné la Lavern Water en Écosse, je crois. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Lavern Water. Et puis il y a des Labara aussi en Rhénanie et en Bavière. La Brona. Alors les rivières sont souvent bavardes. Elles disent quelque chose. Et là on a la racine labra, qui veut dire parler, qui veut dire bavarder. Et les rivières racontent des choses. Rhinos, vous connaissez par cœur, c'est le Rhin. Et Rhinos, c'est une racine rei, qui veut dire couler, le flot. Ça se dit aussi je crois, de la marée, de la mer dans des langues celtiques médiévales. Rien en irlandais, ça veut dire c'est le flot, mais le flot de la marée. Hein. Alors, on finit par les lieux. Alors ça, je vais pas en parler trop parce que c'est aussi un domaine assez complexe et où il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un domaine qui passionne parce qu'on veut toujours savoir d'où vient le mot du bled qu'on connaît. Vous savez pas la quantité de courriers que je reçois et des gens qui veulent savoir comment s'appelle la rivière qui passe devant chez eux. Bon, alors on a beaucoup de noms qui sont compréhensibles. Hein. Argenton, Argantomagos, c'est le marché de l'argent. Éventuellement le marché d'Argantus, mais je pense que c'est plutôt le marché de l'argent. C'est là où on veut. Magos, au départ, ça veut dire le champ, et le champ a fini par désigner l'endroit, la place où on échange des biens. Et on échange des biens, c'est dans certains cas spécialisés. Le marché de l'argent, Argantomagos. Arandate, ça donnait Aranda, c'est dans le sud de la France. Là-dedans, vous avez le mot Rand, qui veut dire la frontière. On pourrait le couper aussi en 3 morceaux, ce que j'ai pas fait. Vous avez le suffixe ati, qui est là au neutre at, et puis vous avez le préfixe ar, qui veut dire devant. C'est un poste qui est devant la frontière. Ar, devant, rand, alors les deux R se sont fusionnés, ar, rand, ati, le poste frontière. Bétoula, les bouleaux, ça y en a plein en France. Biol, Baul, Boule. Briouat, le pont, ça vous connaissez. Ça donnait la ville de Brive et quelques autres Brives sans S. Ça remonte à un vieux mot gaulois ou celtique à l'époque où les ponts étaient faits en planche. Hein. Il n'y avait pas de pont en pierre. Mais ils ont gardé le nom de Briouat. Katoumagos, c'est un champ de bataille qui a donné le nom de la ville de Caen
et des villes de Caen et de Caen. Écouranda, c'est aussi un toponyme très fréquent qu'on trouve en limite de Pagui, de Pagous. Et à mon avis, il faut l'analyser comme écou, la continuation du vieux mot indo-européen pécou, qui veut dire le bétail. En l'occurrence, en celtique, le P disparaît, c'est certainement une chose que vous savez, et ça donne écou. Et quand il y avait une police, une cité qui avait des droits sur son territoire, il y a dû y avoir une limite jusqu'où on pouvait laisser paître le bétail sans enfreindre le territoire du voisin. Et si le bétail passait de l'autre côté, à mon avis, il était approprié. Et puis, ça a donné les razzias que vous connaissez dans la littérature irlandaise. Voilà, bon. Donc, voilà ce que je pouvais vous donner comme exemple sur l'onomastique gauloise et ce qu'on peut faire avec. Le travail n'est pas achevé. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, à mon avis. C'est pour ça que je m'adresse aux jeunes chercheurs qui s'intéressent alors à la fois au celtique, à la grammaire comparée, qui connaissent le latin et le grec, bien sûr, et puis qui s'intéressent à la philologie romane. Donc il faut un peu tout ça pour s'intéresser à la langue gauloise et à la nomastique gauloise. Et voilà, merci de m'avoir écouté, et je renouvelle mon appel aux jeunes chercheurs parce qu'il y a du travail. Merci.